Donc le roman s'intitule Cherbourg et je pense que c'est peut-être par ça qu'on va commencer en tout cas. Est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter, Charles, le cadre en tout cas de Cherbourg et tout ce qui fait en fait l'étrange ou l'inhabituel de cette petite sous-préfecture de province? Cherbourg c'est un bourg qui n'est pas très grand, mais qui a, je sais pas si c'est cette chance ou cette malchance d'être en face de l'Angleterre, avec un port en eau profonde, qui a fait que tout d'un coup ça a revêtu un caractère stratégique à toutes les époques depuis assez longtemps. Et donc c'est particulier Cherbourg parce qu'à la fois c'est le lieu où, pour des raisons soit défensives, soit des visées offensives par rapport à l'Angleterre, on a bâti depuis Louis XV, si je me souviens, cette grande rade qui est la plus grande rade artificielle au monde. Donc un ouvrage complètement démesuré, titanesque. C'est 16 000 hectares d'eau qui sont enfermés comme ça entre des digues de pierre. Et donc un ouvrage absolument titanesque. Et puis aussi, ce que tout le monde connaît assez bien, c'est autour de Cherbourg, parce que c'est toute la côte autour de Cherbourg qu'on appelle souvent la côte atomique, qui est à la fois le lieu de construction, de stationnement et de démantèlement des sous-marins nucléaires. C'est aussi un lieu atomique parce que c'est un lieu de production d'électricité avec le nucléaire, et c'est aussi un lieu de retraitement des déchets avec l'usine de la Cogema qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Cherbourg sur la côte de la Hague. Et donc tout ça se faisant, il y a une atmosphère à Cherbourg qui est à la fois assez tranquille parce que finalement c'est pas une grande bourgade, c'est pas Brest, c'est pas Toulon au départ. Cherbourg c'est plutôt une ville assez réduite. Et en même temps, du fait de toutes ces importations d'éléments d'État, militaires, stratégiques et autres, c'est une ville qui est aussi traversée par un certain nombre d'enjeux. Et tous ces enjeux-là sont évidemment couverts par le secret militaire. Et ça se caractérise même dans la ville et son rapport à la mer, puisque beaucoup de choses qui sont posées sur le littoral sont enfermés dans des barrières clôturées, bouclées à double tour par le secret militaire. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion de se balader dans le port de Cherbourg, mais en bateau. On est, tenu par un certain trajet pour aller du port de pêche notamment, du port de plaisance jusqu'à la mer. Mais si on s'écarte un peu de ce chemin-là et qu'on va un peu trop proche de certains espaces de la Hague, certains espaces militaires, on a très vite 4 hommes grenouilles qui viennent vous voir dans un bombard et cagoulés qui viennent vous expliquer qu'il faut très vite repartir. Donc même si on a l'impression que tout ça c'est un grand vide, parce que la rade c'est énorme et on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde, que finalement c'est assez peu dense, on est observé, enfin on sent par moment on sent cette chape-là qui est présente et qui ne vous oublie pas. Et c'est vrai que dans cette ambiance un peu lourde, ce cadre de Cherbourg, en tout cas, qu'on appréhende comme ça de manière un petit peu fragmentée, vous allez placer une enquête policière. Donc en fait, tout part à l'été 2012 d'une explosion qui lance une enquête qui est une explosion qui va provoquer un effondrement de la digue, qui va impacter la rade. Et de savoir un petit peu qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette explosion. Et tout de suite, en tout cas, c'est classé secret défense. Donc, du coup, on y projette beaucoup de choses. Et puis, en même moment, vous y mêlez aussi un jeune adolescent qui déclare en tout cas la disparition d'un de ses camarades qui était présent au moment de l'explosion sur la rade et qui s'interroge en tout cas sur sa disparition. Est-ce que ça s'est imposé naturellement, en tout cas, cette idée de faire une enquête policière? Ce qui m'est apparu intéressant dans l'enquête, c'est qu'elle met dans un mouvement, elle met les personnages dans un mouvement de recherche. Et évidemment, ils vont chercher la résolution d'un mystère, comme nous, en tant que lecteurs. Mais ils vont aussi produire, c'est ça qui m'intéressait, produire des hypothèses. Et ces hypothèses, en fait, je pense que c'est ce qu'on fait quand on lit un roman policier, c'est qu'en tant que lecteur, on produit un tas d'hypothèses, et ces hypothèses, les unes après les autres, se succèdent, et puis à la fin, on a la résolution du mystère, mais en tant que lecteur, en tout cas, on a été assez productif. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de jouer un peu avec ça, c'est-à-dire comment, en tant que lecteur, et même du coup, ces personnages-là, vont produire un certain nombre d'hypothèses ou de réels possibles pour expliquer cette fameuse disparition et cette explosion, puisque comme très vite, toutes les explications possibles du fait du secret militaire sont posées et bloquent d'une certaine forme la résolution,
c'est les personnages et le lecteur lui-même qui va faire ce travail de construire, de nourrir ces hypothèses pour l'expliquer. Et je trouvais que travailler autour de cette question du doute, de l'imaginaire et de qu'est-ce qui se passe finalement quand on met une limite, quand on met une barrière, finalement c'est un peu l'imaginaire qui prend le relais et qui va investir les espaces qui ne peuvent pas être investis physiquement. Voilà. Après, c'est une policière qui mène l'enquête, mais elle la mène de manière presque un peu non officielle, puisqu'elle ne mène pas dans le cadre officiel de ses fonctions, elle dépasse un peu sa fonction, et ça résonne elle-même avec des questions qu'elle se pose à titre personnel. C'est assez surprenant de finalement mettre au centre cet espace vide. C'est là où va tout se jouer, c'est là où, en même temps où rien ne se passe. Comment est-ce que ça vous a construit? Est-ce que vous aviez déjà un attachement à Cherbourg auparavant et vous étiez dit tiens, vraiment cette rade c'est quelque chose d'incroyable? Ou comment cet élément s'est retrouvé vraiment au cœur du récit? C'est un peu une espèce de cimetière, c'est un mot un peu fort, mais espèce de passé d'une illusion stratégique qui a un peu dépéri, périclité. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouvais, que cette personne m'a dit un jour, elle m'a dit, mais la rade, c'est une espèce de figure comme une comparaison, parce que c'est deux très fines digues qui en serrent un grand vide. Et il y a quelque chose un peu de l'ordre de la digestion là-dedans, il y a quelque chose qui attend, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui attend dans ce grand vide, ça pourrait appeler à plein d'images. Mais c'est comme un ventre, un grand ventre, un peu vide. Enfin voilà, c'est quelque chose de... Et donc cette rade-là, moi je pense que ça m'a un peu guidé, mais sans que je la comprenne totalement, que je mesure tout ce qu'elle m'inspirait. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se faisait plutôt intérieurement. Mais... c'est votre premier roman. Comment, j'ai forcément envie de vous poser la question un peu sur comment est-ce qu'on en vient à se lancer dans l'écriture et à arriver en tout cas avec cette histoire, en tout cas... qui est très complexe finalement avec tous ces acteurs. Comment est-ce que tout ça se met en place et quel est le cheminement qui fait qu'on part d'une idée pour arriver à ce produit final chez Gallimard pour un premier roman? Moi j'ai commencé simplement, j'ai commencé par des petites chroniques et puis de fil en aiguille j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose de plus consistant et puis ça s'est fait factuellement ça s'est fait de manière assez bizarre mais j'ai envoyé comme tout le monde, comme beaucoup de gens, mon manuscrit chez les éditeurs. Et puis j'ai eu une réponse d'abord de Grasset, puis de Gallimard. J'étais à ce moment même à Cherbourg, d'ailleurs c'était assez amusant. Mais voilà, ils m'ont appelé et j'étais le premier étonné. Mais bon, voilà, c'est une histoire qui se finit comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était inattendu et pas forcément très... Je pense que l'histoire, maintenant, quand je m'en souviens, ça s'est un peu construit. Elle s'est un peu construite. J'ai l'impression qu'elle se construisait un peu toute seule. Il y avait une sorte de facilité. Et je crois que c'est plutôt l'histoire qui m'a emmené. Elle est assez complexe, mais finalement, elle me paraissait assez simple. Et elle s'est faite un peu naturellement. Donc, j'ai pas eu l'impression d'être face à la page blanche, à la difficulté. Je pense que j'étais pas non plus dans l'envie absolue d'écrire et avec une forme de pression par rapport à ça. Donc, ça s'est fait un peu naturellement. Donc je me demandais si, déjà je pense qu'il y a une documentation à faire, mais est-ce qu'il y a eu aussi une enquête un peu de terrain, une rencontre, je ne sais pas, avec l'Arsenal ou avec les fermes aquacoles de Cherbourg? Il y a tout un tas de gens finalement qui, soit dans le nucléaire, soit dans le militaire, à la DGA, au ministère. Il y a les marins aussi, j'ai rencontré des gens qui avaient des sous-marins, des gens qui étaient dans les sous-marins. Et donc de près ou de loin, il y a pas mal de gens qui tournent autour de cet univers-là, et par lequel j'ai eu pas mal d'informations. Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'information pour le public extérieur, elle est évidemment un peu défendue, un peu difficile d'accès, mais elle est aussi extrêmement parcellaire pour les gens qui la vivent au quotidien. Donc que ce soit les gens qui produisent ces navires, que ce soit les gens qui travaillent dans le nucléaire, que ce soit les gens qui travaillent dans l'armement. En fait, l'information, elle est parcellisée pour justement éviter les fuites et ainsi de suite. Mais du coup, personne n'a de compréhension véritablement globale. Par exemple, au sein de la construction des sous-marins, il y a des gens qui travaillent toute leur vie sur la turbine, des gens qui travaillent toute leur vie sur la fabrication de l'oxygène. Et en fait, tous ces gens n'ont pas le droit de se parler, ne se parlent peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de côté très parcellaire de l'information qui fait que ce fameux secret défense qui ferait penser qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, en fait, il y a ceux qui ne savent pas et puis ceux qui savent peut-être un bout
mais qui ne savent pas totalement non plus. Et donc c'était aussi ça qui m'intéressait, c'est de montrer qu'en fait le doute, en fait, il est un peu partout. La galerie de personnages, elle est aussi, elle est assez touchante parce qu'ils sont tous, en tout cas, ils ont un lien tous vraiment très direct avec la ville et en même temps, ils ont leur histoire personnelle qui est en... Enfin, il y a cette ville qui est en mutation, qui est en transformation, qui est en écroulement, on ne sait pas trop. Enfin, on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer à Cherbourg, il y a cette espèce de mystère et eux-mêmes, ils sont face à des moments de transition ou des moments de questionnement qui sont extrêmement importants. On a cet adolescent qui est en plein dans vraiment le passage à l'âge adulte, la disparition de son ami. La policière qui est face à des questions très, très lourdes finalement sur la maternité, l'engagement amoureux. Daniel qui est aussi le personnage qui s'occupe du garçon qui a eu plusieurs vies et qu'on a du mal aussi à comprendre. Ils sont tous en pleine transition, en plein changement et ça fait complètement écho au cadre de l'histoire. Bah oui, c'était le... Mais on en revient à cette histoire de la rade et puis histoire un peu de la digestion. Enfin, moi, je vois un peu ça comme ça, mais après, c'est un espace où il y a des choses qui, tout d'un coup, vont couler, enfin, des épaves qui vont partir au fond de l'eau, puis à un moment, les choses ressurgissent d'une autre manière. Et bon, c'est un peu l'inconscient aussi, qu'on vit tous, c'est-à-dire on gère un peu comme on peut nos expériences, nos traumatismes, on est en mutation un peu constante, et puis les choses réémergent d'une autre manière. Et on cède un peu de tas de choses dans la vie, parfois dans le déni d'ailleurs, en se racontant des histoires, en s'appuyant sur des choses inattendues. Et donc voilà, c'est un peu, pour moi, tout revient un peu à cette figure de la rate, voilà, où c'est comme si on était tous un peu des organismes qui digéraient puis restituaient d'une autre manière. Et puis, donc j'en dis pas plus parce que c'est un peu le cœur de l'intrigue, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça qui m'intéressait. Ouais.